Salam alaikum. Bienvenue à la deuxième séance d'hydraulique générale. Dans cette séance, on va parler des notions de mécanique des fluides, qui sont les prérequis de l'hydraulique générale. Donc, avant d'entamer cela, on va parler des systèmes d'unités. Donc, chaque terme physique, il est composé de principalement deux parties. Donc, la partie numérique, ça veut dire le chiffre, la valeur, et une partie qui est la dimension. La dimension, ça veut dire principalement le caractère physique. Donc, dans la dimension, il y a plusieurs catégories d'unités. Donc, l'unité, ça veut dire le système dont appartient cette dimension. Donc, tout d'abord, la dimension, c'est quoi? Par exemple, on a une longueur, 20 mètres. Donc, la dimension de la longueur, c'est L, ça veut dire longueur. Mais elle peut avoir plusieurs types d'unités. Centimètres, mètres, millimètres, kilomètres, miles, etc., etc. Pouces, foot. Donc chaque unité appartient à un système d'unités différents. On peut distinguer les principaux systèmes d'unités. Système métrique type FLT, ça veut dire force, longueur, temps, dont les unités fondamentales sont celles de la force, exprimée en kilogramme force. C'est quoi le kilogramme force? Ça veut dire c'est la force provoquée par 1 kg. Ça équivaut à un poids d'une masse de 1 kg. C'est le kilogramme force. L'unité de la longueur, L, en mètres, et l'unité du temps qui est en secondes. Le système anglais aussi, type FLT, exprime la force en livres, pound. Le pound est égal à 0,4545 kg. La longueur est exprimée en pieds, foot. Le foot, c'est 30,48 mètres. Ou exprimé en pouces. Inch, le pouce, c'est 2,54 cm. Et l'unité du temps est toujours second. Seconde. Par exemple, pour la pression, des fois, on trouve une pression psi. Psi, c'est pound per square inch. Pound, c'est le livre force. Ça veut dire c'est la force provoquée par un pound. Ça veut dire c'est la force provoquée par une livre. Per square inch, ça veut dire le pouce au carré. Il y a aussi des systèmes CGS qu'on appelle type MLT. Ça veut dire masse, longueur, temps. C'est pas FLT force, mais masse. Parce que la force, c'est une masse fois une accélération. Donc ici, on va utiliser principalement la masse. Donc type CGS, c'est quoi? Centimètres, grammes, seconde. Donc la masse en grammes, la longueur en centimètres et le temps en secondes. Par exemple, il y a une unité de force qui s'appelle le din. Le din, c'est grammes, centimètres par seconde au carré. Si on veut convertir le din en newton, on va convertir le gramme en kilogramme, ça nous donne 10 puissance moins 3. Le centimètre en mètre, ça nous donne 10 puissance moins 2. Donc le din équivaut 10 puissance moins 5 newtons. Ça veut dire 1 newton est égal à 100 000 din. Le plus utilisé maintenant, le système plus utilisé maintenant est sans doute le système international de type MLT. La masse en kilogrammes, la longueur en mètres, le temps en secondes. Voici quelques unités qu'on peut trouver. Donc les unités
il y a des unités fondamentales qui sont la longueur, mètre, la masse, kilogramme, dans le système international, le temps, seconde. Donc, ces trois unités fondamentales, c'est les unités de base de l'hydraulique. Il y a d'autres unités aussi, des unités physiques, comme le courant électrique, ampère, A, la température, Kelvin. Le Kelvin est égal à degré Celsius plus 273,5. Il y a aussi l'intensité lumineuse qu'on utilise beaucoup en irrigation. On la mesure par des appareils comme le pyranomètre. L'unité de base, c'est le candela. Il y a aussi des unités qui ne sont pas des unités fondamentales, qui dépendent d'autres unités comme le newton, l'unité de la force. Parce que la force, c'est une masse fois une accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est un mètre en système international, mètre par seconde au carré. Ça veut dire longueur par t au carré. Ça, l'accélération. Ça veut dire, c'est la variation de la vitesse par le temps. Il y a aussi la pression, Pascal. La pression, c'est quoi? C'est une force par une surface. Donc, en physique, on dit toujours que la force provoque une pression. Une force exercée sur une pression, sur une surface, nous donne une pression. Force par surface. Donc, Newton par mètre carré ou mètre puissance moins 1 kg par seconde. En hydraulique, on a toujours tendance à dire que c'est la pression qui crée la force. C'est pas la force qui crée la pression. Énergie, travail, quantité de chaleur. L'unité fondamentale, c'est le joule. Bien sûr, la quantité de chaleur est en calories. Le joule est égal à 4,18, je pense, si je me rappelle bien, calories. Donc, le joule, c'est une force fois un déplacement, ça veut dire newton-mètre. Et c'est la même unité que l'unité du moment. Le moment d'une force, c'est une force par bras de levier. Ils ont la même unité, mais c'est des termes physiques différents. La même chose pour la pression et la contrainte tangentielle. La pression, c'est une entité physique qui est créée suite à un exercice d'une force perpendiculaire à une surface. Mais la contrainte tangentielle, c'est une entité physique qui est créée suite à l'exercice d'une force parallèle à une surface. Ça veut dire c'est une contrainte de cisaillement qui est la contrainte tangentielle qu'on va voir tout au long du module d'hydraulique générale. La puissance c'est quoi? C'est un travail par un temps. Ça veut dire, en système international, newton-mètre par seconde. La fréquence aussi, les cycles par seconde, dénoté par Hertz. Le symbole, c'est Hz. L'unité fondamentale, c'est 1 sur seconde, 1 sur t. Concernant les unités et les dimensions, on a un chapitre très intéressant en hydraulique appliquée. Il concerne l'analyse dimensionnelle et similitude. On va voir les méthodes d'analyse dimensionnelle. On va voir comment, en utilisant les dimensions et les unités, on peut obtenir des expressions physiques qui peuvent être très très utiles, surtout en ce qui concerne les travaux expérimentaux. Donc ça, c'est un aperçu sur les unités de base. On va passer maintenant aux propriétés des liquides. Donc les propriétés des fluides, en général, sont l'ensemble des caractères physiques qui conditionnent leur comportement. Comportement de qui? Comportement des fluides. Ou au repos ou en mouvement. Dans ce qui suit, on s'intéressera exclusivement aux propriétés des liquides. Exclusivement, on va dire principalement aux propriétés des liquides parce que nous, en hydraulique, on s'intéresse essentiellement à l'eau. On va commencer par la masse volumique qui est la caractéristique principale.
La masse volumique, ça veut dire la quantité, la masse de la matière par le volume qu'occupe cette matière. Donc, elle est dénotée par ρ, donc est égale à la masse du liquide divisé par le volume qu'il occupe. En anglais, la masse volumique, on l'appelle density. C'est pas la densité, masse volumique, on l'appelle density. C'est la masse divisée par le volume. Le poids spécifique n'est autre que le poids qu'occupe le liquide par le poids du liquide, pardon, par le volume qu'il occupe. Ça veut dire, le poids c'est quoi? La masse fois la gravité divisé par le volume qu'il occupe. Ce n'est autre que ρ fois G. Ça veut dire le poids volumique, c'est la masse volumique fois la gravité. L'unité, c'est newton par mètre cube. La densité, en anglais, on l'appelle specific density. Donc, la densité, on va diviser en deux parties. La densité propre au liquide, la densité propre au gaz. La densité, c'est quoi? C'est le rapport entre deux masses volumiques. Masse volumique du liquide considéré et la masse volumique du liquide de référence. Ou poids volumique du liquide considéré et le poids volumique du liquide de référence. Donc la densité, c'est ρ du liquide sur ρ du liquide de référence qui est l'eau à 4 degrés Celsius. Donc la densité n'a pas d'unité, elle est adimensionnelle. Donc c'est pour ça elle est très intéressante en hydraulique, en mécanique des fluides. Pour les gaz, bon, pardon, avant d'aller au gaz, la masse volumique de l'eau à 4 degrés Celsius est à peu près 1000 kg par mètre cube. Pour les gaz, le gaz de référence, c'est l'air. Suivant la composition standard de l'air, la masse volumique de l'air à 20 degrés Celsius est à peu près 1,2 kg par mètre cube. Donc la densité de gaz, c'est la masse volumique du gaz considéré divisée par la masse volumique de l'air à 20 degrés Celsius. Donc ici, vous pouvez voir quelques exemples de différentes masses volumiques. Le benzène, 880 kg par mètre cube. Chloroforme, 1489. L'eau, 1000. D'huile d'olive, 918. Donc c'est pour ça que l'huile flotte au-dessus de l'eau. L'air, comme je vous ai dit, 1,205 kg par mètre cube. L'hydrogène est plus léger que l'air. C'est pour ça, à l'époque, on faisait des dirigeables remplis d'hydrogène parce que ça flotte dans l'air, si on peut dire. Le méthane aussi, il est plus léger que l'air. Le méthane, c'est un gaz. On travaille beaucoup avec le méthane en ingénierie hydraulique, spécialement en épuration des eaux. Et c'est dans la production de biogaz à partir de déchets humains. La viscosité, c'est une propriété très importante pour l'ingénieur hydraulicien qui dimensionne les structures hydrauliques, les installations hydrauliques, parce que la viscosité, c'est quoi? C'est la propriété du fluide à résister aussi ER, à résister ER en mouvement d'une couche de fluide au-dessus d'une autre couche de fluide adjacent. Ça veut dire, c'est le frottement, c'est la capacité du liquide à frotter, à dégager de l'énergie, à perdre de l'énergie. Il n'y a pas de mouvement sans énergie. Et l'énergie, il y a plusieurs façons de dissiper une énergie. Donc pour la viscosité, on va distinguer deux types de viscosité, la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. Donc si on voit l'écoulement d'une masse fluide au-dessus d'une paroi fixe, on voit que le profil des vitesses varie. Au voisinage direct de la paroi, il est nul, et en s'éloignant de la paroi, la vitesse augmente. Pourquoi la vitesse augmente? Parce que la contrainte tangentielle de frottement diminue. Le frottement
entre le fluide d'une paroi solide fixe n'est pas égal au frottement des couches fluides entre elles. C'est pour ça, en s'éloignant de la paroi, la contrainte tangentielle de frottement diminue, donc la vitesse augmente. Et quelle est la propriété qui est responsable de cette variation de vitesse? Ce n'est autre que la viscosité dynamique. Par exemple, si vous êtes au niveau d'un quai d'une gare ferroviaire, vous vous approchez des rails, quand un train passe, vous sentez un souffle d'air qui vous balaye le visage. Donc, le souffle d'air est dû à quoi? C'est les couches d'air qui sont entre vous et le train qui sont en mouvement. La couche d'air qui est directement en contact avec le train est entraînée avec la même vitesse du train. La couche d'air qui se trouve juste derrière la couche qui est en contact direct avec le train est entraînée avec une vitesse moins V moins dV, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle arrive à votre visage. La couche qui est en contact avec votre visage est entraînée aussi avec les couches d'air qui sont des couches adjacentes. Quand vous allez vous éloigner plus, vous allez sentir moins le flux d'air sur votre visage. Donc c'est dû à quoi? C'est dû à la viscosité de l'air. Cette propriété qui est responsable de la variation de la vitesse, c'est mu. Mu c'est quoi? C'est la viscosité dynamique. Donc mu c'est quoi? C'est le rapport entre la contrainte tangentielle de frottement tau divisé par la variation de la vitesse, par le gradient de variation de la vitesse. Donc tau sur du dy. Mu tau sur du dy. Cette loi s'appelle la loi de Newton. Donc si on veut déterminer la dimension de la viscosité dynamique, tau, l'unité de la viscosité c'est Newton par mètre carré, du dy, du mètre par seconde, ici mètre, donc mètre simplifié avec mètre, le seconde va aller au nominateur, donc ça devient Newton seconde par mètre carré, et c'est le poids-œil. Newton seconde par mètre carré, c'est le poids-œil. Donc l'unité de la viscosité dynamique, donc beaucoup d'étudiants font des erreurs dans l'estimation de l'unité, malgré que c'est simple, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'unités qui se ressemblent. Donc il y a des unités SI, comme je vous ai dit, Newton seconde par mètre carré, poids-œil. Il y a aussi le poids en unité CGS, din seconde par centimètre carré. Je vous ai dit que le din, on a fait la transformation tout à l'heure, c'est 10 puissance moins 5 newton fois seconde divisé par centimètre carré, ça veut dire 10 puissance moins 4 mètres carrés. Donc on simplifie, on trouve 10 puissance moins 1. Donc ça veut dire le poids-œil est égal à 10 poids. Le poids est égal à 100 centipoids. Ça veut dire le poids est égal à 1000 centipoids. On peut avoir une unité en MKS, unité masse, mètre, pardon, kilogramme seconde, pardon, mètre kilogramme seconde, kilogramme force, seconde par mètre carré. Donc, l'unité de la force, au lieu d'avoir des newtons, c'est un kilogramme force. Donc, comment transformer kilogramme force en newton? Le kilogramme force équivaut à 9,81 newtons. D'accord? Donc, c'est les unités de la viscosité dynamique. Concernant la viscosité cinématique, souvent dans les équations qui régissent les fluides réels, on trouve la viscosité dynamique avec associée à la masse volumique. Donc, c'est pour cela qu'on a défini une autre viscosité qui est appelée viscosité cinématique. Donc, c'est mu divisé par ρ, viscosité dynamique divisé par la masse volumique. Donc, si on fait les dimensions, on divise les dimensions comme on a divisé les termes physiques, on va trouver que la viscosité cinématique, l'unité
de la viscosité cinématique, c'est mètre carré par seconde. Pourquoi elle est appelée cinématique? Parce que on voit qu'il n'y a pas un terme relié à la masse ou à la force. Pas de force, ça veut dire on est seulement en cinématique. Donc on n'a pas pris les forces qui provoquent le mouvement ici, ça veut dire on est en cinématique. Donc mètre carré par seconde, ça ressemble un petit peu, c'est l'inverse de la gravité, mètre par seconde au carré. Donc mètre carré par seconde, c'est l'unité SI de la viscosité cinématique. On a une autre unité au système CGS, centimètre-gramme seconde, centimètre carré par seconde, qui est le Stokes. C'est l'unité de base de la viscosité cinématique. Donc, si on veut passer du Stokes au SI, mètre carré par seconde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement transformer centimètre carré, c'est 10 puissance moins 4 mètres carrés, et c'est tout. Ça veut dire mètre carré par seconde équivaut à 10 puissance 4 Stokes. Ok? Donc, suivant la viscosité, on distingue plusieurs types de fluides. Fluide idéal, c'est un fluide incompressible qui est c'est des fluides qui n'ont pas de viscosité ou supposés exempts de viscosité, parce que sur Terre, ça n'existe pas des fluides sans viscosité. Les fluides réels sont les fluides avec viscosité. C'est le cas de tous les fluides disponibles. On a aussi les fluides newtoniens. C'est un fluide réel qui obéit à la loi de Newton. La loi de Newton, tau est égal mu du dy. Viscosité dynamique fois le gradient de vitesse. Il y a les fluides non newtoniens qui n'obéissent pas à la loi de Newton. Il y a aussi les plastiques idéales. C'est des fluides dont la droite de proportionnalité entre l'effort tangentiel et le gradient de vitesse ne passe pas par 0. Donc on a ce graphique qui représente la relation entre la contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement. Taux de cisaillement, ça veut dire le gradient de vitesse. Ça veut dire le glissement, si je peux dire ça. Donc on a plastique. Plastique idéal, ça veut dire ça épouse l'axe des ordonnes. Et les plastiques, ici, comme ça, c'est une droite qui ne passe pas par le zéro. Il y a les fluides newtoniens qui obéissent à la loi de Newton. Donc la pente n'est autre que la viscosité dynamique. Il y a aussi les pseudoplastiques. Pseudoplastiques, c'est des fluides qui sont appelés souvent les réofluidifiants. Fluides réofluidifiants comme la purée, la moutarde, etc., etc. Il y a aussi les fluides dilatants, appelés souvent les réoépaississants. Assez rare car la viscosité augmente avec le cisaillement. Quand le cisaillement, la contrainte augmente, la viscosité augmente. C'est rare. C'est le cas de certains miels, concentrés de fécule de maïs par exemple, etc. Donc on les rencontre souvent dans l'industrie agroalimentaire. Je ne sais pas ce que le tableau est clair, mais ici on voit la variation de quelques paramètres, quelques propriétés physiques des fluides en fonction de la température. Ici, à 0 degré, c'est presque 1000 kg par mètre cube. Ensuite, ça diminue avec la température. Pourquoi? Parce qu'il y a, si je peux dire, dilatation. Il y a éloignement des molécules d'eau entre elles. Donc, la même masse, mais le volume augmente. Si le volume augmente, M sur V, ça veut dire la masse volumique diminue. Il y a aussi la viscosité dynamique. Elle diminue aussi avec la température. De même que la viscosité cinématique. On a quelques exemples de fluides. L'eau, viscosité dynamique, Pascal seconde ou Newton seconde par mètre carré. C'est la même chose parce que Newton par mètre carré est appelé Pascal. Donc de l'eau à 0 degré 1,78, l'eau à 20 degrés 1,002, 10 puissance moins 3. L'eau à 100 degrés ébullition, ça diminue énormément.
L'huile d'olive, à peu près 100, 10 puissance moins 3. Donc, vous voyez pourquoi hein, la différence entre l'eau et l'huile, c'est à peu près 100 fois. Voilà, non, 100 fois, 50 fois, si je peux dire. Donc, le glacéol, l'hydrogène, glycérol, pardon, l'hydrogène, l'oxygène. Ici, on peut voir un graphique qui représente la variation absolue de viscosité mu, ça veut dire la viscosité dynamique, newton seconde par mètre carré, et la température. On a plusieurs types de fluides, hydrogène, carbone dioxyde, hélium, benzène, le mercure. On voit que le mercure, la viscosité ne varie pas beaucoup. Ici, on a des huiles moteurs, si je peux dire ça, des huiles moteurs, SAE 10 par exemple. SAE, c'est Society of Automobile Engineering. Donc, c'est des huiles consacrées à l'industrie automobile pour le graissage des moteurs. Pour que ça ne chauffe pas. Parce que s'il n'y a pas d'huile, ça chauffe énormément et le moteur coule. Et si on ne change pas d'huile, la viscosité de l'huile diminue. Donc, ça va chauffer rapidement. Une autre propriété, c'est la compressibilité. Si on prend l'exemple d'une seringue, on va la remplir d'air, on va la boucher de l'extrémité. Si on fait on exerce une force, on voit que l'air peut se comprimer. L'air se comprime. C'est un fluide compressible. Mais l'eau, il ne se comprime pas. Ou il se comprime très très peu. C'est un fluide qu'on appelle un fluide incompressible. Malgré qu'il y a une minime, très minime compressibilité, mais elle est très très négligeable. Donc le module d'élasticité, c'est K. Donc on peut dire que K, c'est quoi? C'est la variation de la pression exercée sur le fluide divisée par la variation du volume par le volume initial. Donc pourquoi le signe moins? Parce que le volume diminue en exerçant une pression. Donc on peut dire que K est égal à moins dP sur dV. Donc la dérivée de P par rapport à V fois V. La compressibilité, c'est l'inverse de l'élasticité, 1 sur K. Donc, on peut dire que dV sur V est égal à moins dP sur K. Donc, on appelle cela l'élasticité cinématique. Il y a aussi la tension superficielle qui est une propriété très très importante des fluides, qui est définie comme la force de tension qui s'exerce sur la surface d'un liquide en contact avec un gaz ou un autre liquide. Si par exemple, vous voyez une goutte d'eau. Une goutte d'eau, pourquoi elle est ramassée? Parce que il y a une surface liquide qui est en contact avec une surface de gaz. Donc il y a la tension superficielle, c'est elle qui est responsable de cette forme de goutte d'eau, de cette forme ramassée de la goutte d'eau. La même chose pour le jet. Le jet, pourquoi il est cylindrique? À cause de la tension superficielle, bien sûr. Donc aussi la tension superficielle, elle est responsable de la remontée capillaire. Si on met une éponge sur une flaque d'eau, on voit que l'eau monte à l'intérieur de l'éponge. Il monte dans les interstices de l'éponge. À cause du contact entre liquide et fluide, il y a cette tension superficielle qui va s'exercer sur les parois de l'interstice pour exercer une force contraire au sens de la gravité pour les fluides ou les liquides mouillants. Pour les liquides non mouillants comme le mercure, donc c'est pas la même chose. C'est l'inverse. Par exemple, pour l'eau, la tension superficielle, c'est 0,7289 newton par mètre carré. On voit que la tension superficielle, c'est quoi? C'est une force par un périmètre, par une longueur de contact.
Si on voit l'exemple là, les gaz, les particules sont libres, donc il n'y a pas vraiment de pression qui s'exerce sur la paroi. Pour les liquides, c'est les forces de répulsion de Van der Waals. Donc, il y a des forces de répulsion. Donc, ces forces de répulsion provoquent cette remontée. Ici, si vous voyez dans un verre, vous allez voir un ménisque ici. Le ménisque, c'est une courbe qui est raccordée à la paroi. Donc, l'angle que fait cette courbe avec la verticale, on l'appelle l'angle d'attaque. Donc, quelle est la propriété responsable de cette remontée de ce ménisque? C'est la tension superficielle. Et si la paroi est rétrécie, la tension superficielle peut battre, si je peux dire ça, la gravité et faire monter le liquide au sens contraire de la gravité. Donc, pour la capillarité c'est la conséquence de la tension superficielle. On voit ici, on a 3 tubes remplis avec de l'eau. On voit le ménisque ici. Vous voyez l'angle d'attaque ici. C'est l'angle que fait le ménisque avec la verticale. Donc, on voit que ici, c'est l'eau. On voit que l'eau est montée au-dessus de la surface de l'eau externe. Vous voyez ici cette flaque d'eau, donc c'est agrandi, la flaque. Vous voyez le ménisque ici, donc aussi le ménisque là, il est responsable, c'est la tension superficielle qui est responsable. Donc, tant que le tube ou l'espace est réduit, plus la remontée capillaire est importante. Pourquoi? Parce que la tension superficielle a assez de force pour faire monter le liquide au sens contraire de la gravité. Pour les liquides mouillants comme l'eau, c'est vers le haut. Pour les liquides non mouillants comme le mercure, c'est vers le bas parce que l'angle d'attaque est un angle qui est supérieur à 90 degrés. Si on voit l'exemple d'une tasse de café, on va mettre juste effleurer le bout de sucre sur la surface du café, on va voir que le bout de sucre va noircir. Ça veut dire que le café est monté à l'intérieur du cube de sucre. Donc, il est monté à travers les interstices. Donc, ça, c'est aussi dû à la capillarité et c'est elle qui est responsable de la succion capillaire des plantes. Donc, pour déterminer la valeur de la capillarité, on utilise la loi de Jurin. La loi de Jurin, elle est démontrée par le principe de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, puisque le liquide est au repos, l'accélération est nulle, donc la somme des forces est égale à 0. Qu'est-ce qu'on a comme force ici? On a le poids, on a le poids ici, le poids qui est égal à quoi? Le volume de ce liquide qui est monté. Donc c'est ρ, masse volumique fois la gravité fois le volume, qui est la section pierre au carré fois h, la hauteur capillaire. Et on a aussi la tension capillaire, la force capillaire, donc qui est égale à quoi? Puisque l'angle d'attaque était comme ça, donc la force elle est au sens de l'angle d'attaque. Donc si on a un axe de travail qui est un axe vertical, on va projeter cette force sur l'axe, ça veut dire, ça devient sigma fois le périmètre de contact, qui est le périmètre d'action de la force de tension superficielle. Ça veut dire sigma fois 2πr fois cosinus θ. On fait l'égalité, on fait sortir que h est égal à 2 sigma cosinus θ sur ρ g r. Vous voyez que si r est petit, h augmente. Donc, la relation entre la hauteur capillaire et le rayon de l'interstice, c'est une relation inverse. Si le rayon augmente, h diminue. Si le rayon diminue, h augmente.
Maintenant, on va passer à la pression de vapeur saturante. C'est quoi la pression de vapeur saturante? Donc, tout simplement, la pression de vapeur saturante, c'est la pression absolue minimale, où le liquide ne peut pas rester sous la forme liquide, il se transforme sous la forme d'une vapeur. Donc, ce que peut faire la température, si on va allumer le feu au-dessous d'une casserole d'eau, donc on va avoir ébullition, ensuite évaporation, jusqu'à ce que l'eau s'évapore entièrement. Donc la température a provoqué un passage de la phase liquide vers la phase vapeur. Aussi la pression est la même chose. La pression provoque la même chose. Si dans une masse liquide, on diminue la pression, le liquide va se transformer de la phase liquide vers la phase gazeuse. Et l'inverse, si on a une vapeur, on va exercer une pression, il va se transformer le gaz de l'état de vapeur vers l'état liquide. C'est le cas du processus de liquéfaction du gaz naturel. On a du gaz naturel qui est sous forme de gaz. Ensuite, on le comprime. Il va être liquéfié pour le mettre dans les bouteilles. Ensuite, par exemple, si on ouvre les bouteilles, la pression, la bouteille elle est sous pression. Si on ouvre la bouteille, la pression, le gaz sort, la pression plus importante et la moins importante, la pression diminue, donc le gaz se transforme en vapeur. Donc en hydraulique, on a souvent affaire à cette tension, à cette pression de vapeur saturante. Pardon. Ici, on va voir la pression absolue en barre et la température. Donc, température 100 degrés, la tension de vapeur, elle est à peu près à quelques absolu. 2 bar. Absolu, ça veut dire en prenant en compte la pression atmosphérique. Et si ça augmente, la pression absolue, ici, la pression de vapeur saturante augmente. Si on a le cas ici d'une pompe, une pompe à engrenage, ici, on voit que la pression est au-dessus de la pression de vapeur saturante. Il n'y a pas de bulle. Si la pression ici diminue, low available pressure, ça veut dire la pression diminue, ça veut dire le liquide s'approche de la zone de la pression de vapeur, ça veut dire il y a apparition des bulles, des cavités de vapeur. C'est le phénomène de cavitation. Ces bulles vont s'écraser sur les engrenages et vont les endommager. La même chose dans les roues des pompes. Les bulles vont s'écraser sur la paroi des roues, si vous voulez, et elles vont profondément endommager les roues. Donc si la roue elle est endommagée, donc le rendement de la roue diminue, la productivité de la pompe diminue. Ici, on voit un récipient fermé, pression de vapeur liquide d'eau. Donc si la pression ici, l'espace atteint saturation, l'évaporation va s'arrêter. Et si l'espace n'atteint pas le degré de saturation, l'évaporation continue. Donc le principe de tension de vapeur saturante aussi est utilisé dans les cocottes à pression, qu'on appelle ici chez nous les cocottes minutes. Pourquoi? Donc quand la cocotte elle est fermée, bien sûr elle est munie d'un dispositif de sécurité pour éviter l'explosion de la cocotte. Donc si elle est fermée, la pression de vapeur saturante peut augmenter. Ça veut dire le seuil de passage, ici, il est décalé. Donc la température du liquide ici peut augmenter au-delà de la température d'ébullition de 100 degrés. Donc c'est pour ça les aliments cuits plus vite dans la cocotte minute que dans une cocotte ouverte où la température ne dépasse pas beaucoup les 100 degrés. Aussi, il y a une autre application dans les baromètres. Donc ici, on a Torricelli, celui qui a conçu le baromètre à mercure. Qu'est-ce qu'il a fait Torricelli? Il a pris
une colonne de verre vidée. Il l'a inversé dans un bac de mercure. Il a vu que le mercure augmente. Puisque la ligne d'égale pression est égale ici, donc la pression atmosphérique est égale à la pression provoquée par la colonne de mercure. Pourquoi il a utilisé le mercure? Parce que la pression de vapeur saturante du mercure, c'est une vapeur qui est proche, c'est une pression qui est proche de 0. C'est pour ça, quand on a un bac de mercure, il ne faut pas le laisser ouvert car c'est un gaz qui est, c'est un fluide, pardon, c'est un liquide qui est évaporite, il s'évapore. Pourquoi il s'évapore? Parce que la pression de vapeur saturante, elle est très basse. Donc, si le niveau du mercure augmente, la pression ici, c'est une pression nulle. Donc, pour mesurer la pression barométrique, ça veut dire quoi la pression barométrique? C'est la pression que provoque la colonne d'air qui est au-dessus de nous. C'est la pression de l'air. Donc, la pression de l'air ici est égale à la pression provoquée ici par la colonne de mercure. Donc, Torricelli l'a mesuré égale 76 cm de mercure. Ça veut dire 760 mm de mercure. Le mercure, millimètre de mercure, c'est une unité de pression atmosphérique comme l'atmosphère. Donc, en conclusion, la connaissance parfaite des propriétés des fluides est un prérequis indispensable pour la compréhension du comportement du fluide en statique, en cinématique et en dynamique aussi. Donc, c'est très important de bien comprendre les propriétés du fluide, de faire des applications, de sentir cette différence entre un fluide et un autre. Donc, je termine et on se voit la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des emails. Vous pouvez m'envoyer sur la plateforme de e-learning. Merci, à la prochaine.